partir des années 1880, les productions littéraires qu'on associe aujourd'hui à la proto-science-fiction se multiplient. On explique généralement la vogue de tels récits par le succès de Jules Verne, lequel aurait suscité des épigones, mais que ces auteurs, Bousnard, Robida, etc., Alphonse Braun, Georges Lefort, etc., aient été associés à la littérature pour la jeunesse parce que leurs œuvres ont été publiées dans des collections et dans des formats à destination d'un tel public, nous fait un peu rapidement oublier que ces auteurs sont également liés à la civilisation du journal, et en particulier à la petite presse, entendue du moins dans son acceptation la plus large, celle de l'époque, de presse non politique de divertissement. Paul Divoye, Alphonse Braun, Louis Bousnard, publié dans le Journal des Voyages, et pour ce dernier, dans la Science illustrée, on le sait, Robida était le rédacteur en chef de la caricature. Or, bien des traits nous invitent à creuser le lien entre cette génération d'écrivains et la culture médiatique. Ainsi, la tendance de tous ces auteurs à abuser du bon mot et du trait d'esprit, ou leur façon de ne jamais tout à fait prendre au sérieux les ficelles de leurs récits, fait penser à l'écriture de connivence ironique de la petite presse et à sa façon de définir une octorialité hors des modèles de légitimité distinctive qui s'imposent à l'époque. De même, leur goût du sensationnalisme et de l'effet s'inscrit dans une culture du spectacle portée par la presse et affectante à la fin du siècle jusqu'au discours sur les sciences, je renvoie à la thèse d'Honsbein. Leur intérêt pour les découvertes du jour épouse la scansion médiatique, et comme l'a montré Delphine Glaise, on peut alors voir dans leur tendance à extrapoler par l'imagination à partir des événements scientifiques une manifestation de la mécanique du puff propre à la culture médiatique. Tous ces traits des fictions pour la jeunesse, qu'on a rassemblés autour de l'idée de proto-science-fiction, recouvrent très largement ceux de la culture d'un journalisme petite presse qui se prend peu au sérieux et use volontiers de ficelles pour parvenir à des effets susceptibles de séduire le consommateur. Ce lien entre une tradition romanesque et l'esthétique petite presse peut se lire à rebours dans les périodiques eux-mêmes via une intense production comique recourant à des procédés qu'on pourrait rapporter aujourd'hui à l'anticipation ou au merveilleux scientifique. Vous avez mes définitions à l'écran, qui ne sont pas des définitions génériques, mais plutôt des définitions formelles. Et que l'on peut suivre depuis le milieu des années 70, 1870, jusqu'aux années 1920. Voilà mon dépouillement rapide. Il y a énormément de textes et d'images. J'en ai trouvé 400 sur la période. Je pense qu'il y en a plutôt 4000 ou peut-être plus. La petite presse le fait sur ce mode ludique qui la caractérise alors. Tandis qu'elle a pu jouer un rôle politique sous la monarchie de Juillet et la Seconde République, la petite presse a très largement opté pour le divertissement à partir du Second Empire. Elle s'affirme presse culturelle et comique, et plus comique que culturelle dans les cas que j'étudierai ici, sous la Troisième République, jouant un rôle proche dans les médias de celui des émissions humoristiques télévisuelles. Comme ces émissions, elle offre un divertissement aimable, à la critique rarement violente et à l'impertinence toujours mesurée. Ce recours aux imaginaires du merveilleux scientifique et de l'anticipation peut prendre des formes très différentes. Il peut se limiter à quelques vignettes dans une page au sujet varié, parfois être le sujet d'une grande illustration. De même, dans les textes, puisqu'il n'y a pas que des images, l'évocation futuriste peut prendre la forme d'une simple saillie dans une chronique d'actualité. Évidemment, je pense que ceux derrière n'arriveront pas à le suivre, mais croyez-moi sur parole. Ou représenter le sujet principal de l'article, ici dans un article Paris Futur, qui est entre la nouvelle et l'article, comme c'est souvent le cas dans ces productions. Elle peut se limiter à une brève comique ou prendre la forme d'un long roman feuilleton. En voici 4 publiés dans le pêle-mêle dans les années 20, et dont certains sont assez peu connus, je crois. Certains contributeurs recourent fréquemment au sujet du merveilleux scientifique et de l'anticipation, à l'instar de Robida et de ses visions grimaçantes dans la caricature à partir des années 80, elles sont très connues. Au pêle-mêle, c'est quelqu'un comme Marius Monnier qui s'est fait une spécialité des inventions farfelues, souvent techniques. Il y a même une citation qui le désigne comme ça dans le pêle-mêle lorsqu'il est décrit, j'ai oublié de la mettre, mais c'est pourtant absolument vrai. Marius Monnier, c'est aussi celui qui a publié dans La Jeunesse illustrée l'histoire du grand savant mécanique ou à 90 000 lieues de la Terre. Dans le rire, c'est Gaston de Pavlovski qui exploite durant toute la Première Guerre mondiale une rubrique récurrente des inventions nouvelles et des dernières nouveautés, qui sont aussi des sortes d'inventions farfelues, mais cette fois-ci textuelles. Il avait publié, rappelons-le, en 1912, mais avant aussi d'autres textes, puisqu'il y en a un qui a été lu hier, en 1912, son Voyage au pays de la quatrième dimension. Quant à Pierre Véron, qui s'est également illustré dans l'anticipation avec en 1900, eh bien, il a une spécialité dans le journal amusant qui consiste, dans ses chroniques culturelles, la ville et le théâtre, c'est le nom des chroniques, à régulièrement faire des sortes de saillies ponctuelles de quelques lignes extrapolant
en quelques phrases, mais au XXe siècle, mais en l'an 2000, etc. Comment ça se passera dans l'avenir? Donc une extrapolation par rapport au présent. Aucun de ces illustrateurs et écrivains ne se limitait cependant à ces sujets, et ils ne se définissaient même peut-être pas clairement de cette façon. Peut-être à l'exception de Robida, et encore Robida est problématique, puisque, par exemple, quand on regarde les fameuses illustrations de Robida, on se rend bien compte que la lecture d'anticipation n'est pas toujours évidente, il faut se reporter au texte, et même en se reportant au texte, ça n'est pas toujours très clair. On est en réalité dans un régime d'exagération excentrique, dans un style d'invasion graphique de la page par des volutes loufoques, d'exagération, suivant des procédés employés par l'auteur pour des sujets très différents, ce qui témoigne qu'on ne saurait isoler l'anticipation sans voir que Robida vise bien plutôt toute la modernité dans son caractère foisonnant. De même en est-il des inventions du pêle-mêle ou de celles de Gaston de Pavlovsky. Le pêle-mêle propose une rubrique récurrente qui s'appelle « Les grandes inventions du pêle-mêle ». Et récurrente, il y en a peut-être une centaine ou pas loin. Et ces inventions, on en voit un exemple ici, la machine à tabac, un passage à tabac automatique. Ces inventions tiennent bien plus du bricolage loufoque que de l'extrapolation dans une veine qui rappelle Alphonse Allais. Et elles sont même bien souvent dépourvues de tout caractère scientifique. Vous voyez la machine à saluer avec son chapeau ou la machine à faire tourner les épouvantails avec le vent. Quant à Véron, il utilise le procédé de l'anticipation comme une simple pointe dans des chroniques centrées sur l'actualité culturelle et en fait une pirouette exagérant les critiques sur les modes du temps pour mieux en montrer l'inanité. Autrement dit, les articles et images que nous identifions comme de la proto-science-fiction, de l'anticipation, etc., sont pris dans des réseaux sériels de procédés humoristiques qui les empêchent de faire saillance comme genre spécifique. En revanche, ils représentent une masse de textes suffisamment importante pour apparaître comme symptomatiques des imaginaires du temps. Ils ne font pas genre, mais ils sont caractéristiques d'un imaginaire social. On peut repérer 3 types de chronotopes favorisant pour nous, lecteurs, une lecture suivant les modèles de l'anticipation. Le premier, c'est celui du merveilleux scientifique, du merveilleux contemporain en général. Il revient à décrire une invention nouvelle, un objet technique imaginaire. Machines extraordinaires et découvertes loufoques emplissent les pages de ces périodiques comiques, avec des pics au moment de l'exposition universelle de 1900, en voilà une, mais aussi une machine de transport, mais aussi durant la Première Guerre mondiale, j'avais parlé de Pavlovsky. On trouve de telles productions en réalité à toutes les époques. Celles-ci s'inspirent souvent d'une invention faisant l'actualité, comme la rue de l'Avenir, vous savez, ce tapis roulant lors de l'exposition universelle qui a donné lieu à toute une série de tapis roulants dans tous les sens, ou le métropolitain qui a beaucoup nourri également les imaginaires. C'est sans doute pour cela que l'exposition universelle, intense période de promotion des nouveautés, ou la Première Guerre mondiale, dont les découvertes militaires font l'actualité, appelle des inventions loufoques. Dans le cas de la guerre, on peut même parler de rivalité ludique qui dédramatise la violence tout en nourrissant jusque dans le rire les pulsions patriotiques des lecteurs. J'en avais mis tout à l'heure, mais vous n'avez pas eu le temps de lire. Le deuxième type de chronotope, c'est le principe, je montre n'importe quoi et vous n'avez pas le temps de lire, vous me croyez sur parole. Le deuxième type de chronotope articule un temps présent et un temps anticipé via un travail d'extrapolation explicite du quotidien. Du fait de la brièveté des textes, le mode d'énonciation dans la petite presse définit davantage un discours qu'un récit, avec un chronotope ancré dans notre temps et un locuteur présent comme locuteur qui est contemporain des lecteurs. Il met l'accent sur le journaliste comme extrapolateur et sur la relation au présent médiatique. L'anticipation peut d'ailleurs se limiter à quelques remarques ou à une chute, c'est encore le cas de Véron ou d'autres, ou à une chute amusante dans un texte dominé par des sujets d'actualité. C'est à ce modèle qu'obéit aussi le genre des prédictions bien décrit par Valéry Stiénon dans un article qui a fait date, il faut le dire, et qui s'appuie par définition sur une énonciation liée au présent. Le rire repose d'ailleurs sur cette relation à l'actualité directe que le contemporain repérait évidemment de façon bien plus évidente que nous, parce que nous avons oublié les allusions. L'allusion ayant pour fonction d'outrer une vogue ou une tendance du moment en partant des sujets qui occupaient à l'époque l'espace médiatique. Enfin, troisième tendance, celle qu'on qualifie à proprement parler d'anticipation, autrement dit, des textes ou des illustrations renvoyant explicitement à une période de l'avenir sans mise en scène d'un énonciateur contemporain, et donc d'un temps de la narration. On
pourrais faire du Jeunette, mais je ne l'ai pas fait. Peu approprié au format de la presse, qui favorise les marqueurs discursifs, je l'ai dit, et donc une inscription dans le temps de la parole, et qui favorise les références à l'actualité, et donc au présent référentiel. Ces anticipations sont plutôt plus rares que les autres. On les rencontre cependant, et on les repère assez facilement, dans des petits contes, des articles, des illustrations, souvent titrés avec des termes à valeur, des expressions à valeur explicite, en l'an 2000, en 1950, au XXe siècle, ou associés à des syntagmes comme de demain, de l'avenir. Il y en a plein qu'on a envie de connaître. Une affaire de viol en l'an 2000, eh bien vous ne le saurez pas. En réalité, même dans ce dernier cas, la relation avec les sujets d'actualité est frappante. Ce qui est évoqué, ce sont les conséquences extrapolées d'un sujet animant les médias du temps, comme le développement de l'automobile ou de l'aviation, et dans ce cas encore, c'est la logique du rire médiatique qui prévaut. L'anticipation et le merveilleux scientifique prolongent naturellement une écriture indexée à l'actualité. Le prolongement vers le futur s'explique par le fait que pour la presse, parler de l'actualité suppose toujours d'anticiper, ne serait-ce que pour imaginer les conséquences d'une décision politique, les tendances de la mode ou encore les perspectives qu'offre une nouvelle découverte précisément. Plus largement, pour prendre sens, un événement doit être converti en récit et mettre en branle des scénarios intertextuels qui engagent ensemble le journaliste et son lecteur dans un mouvement qu'on pourrait bien qualifier de mouvement d'anticipation. Cette manière de procéder est donc inscrite dans les logiques mêmes de l'écriture journalistique qui rapporte des événements à des modèles narratifs et discursifs collectifs, structurant le discours social en une signification liant le présent et même le passé à l'avenir. Dès lors, la différence entre les extrapolations imaginaires dans le présent et celles reposant réellement sur un chronotope d'anticipation correspond moins à un changement de relation à l'imagination qu'à une fonction différente, ce qui apparaît très nettement dans les illustrations. Dans le premier cas, on présente un élément de nouveauté dans un cadre présent. Dans l'autre, on évoque généralement un monde contaminé dans sa totalité par la nouveauté. Voilà des exemples. Mais à chaque fois, c'est l'actualité médiatique qui est l'objet des œuvres. Dès lors, ce qu'on identifie comme de la proto-science-fiction correspond en réalité à une logique de caricature, puisque la fonction première de ces productions est de grossir les traits, d'exagérer le contemporain, souvent comme chez Robida, de façon assez réactionnaire, il faut le dire. L'anticipation ou l'excentricité scientifique apparaissent ainsi comme des modalités de la caricature de sujets médiatiques du temps. Pas de différence de fond entre cette pratique et les caricatures évoquant les dangers de l'automobile ou les modes. En voilà une contemporaine, une de demain, mais en fait c'est la même chose. On en voudrait pour preuve le recoupement des sujets, médias, transport, invention, médecine, politique, mœurs. Tous les sujets peuvent être abordés sous les modalités de l'invention scientifique, vous les rencontrerez au cours de cet exposé, ou du rire contemporain, y compris donc anticipés ou contemporains, y compris ceux d'ailleurs étrangers aux questions scientifiques et tout à fait du côté des si de la petite presse, comme l'adultère ou les concierges. Dans le cas des concierges, c'est intéressant parce que on voit bien que le concierge au XXe siècle, dans un texte de 1898, il est bien dans l'anticipation, hein, mais vous voyez que les domestiques modernes, c'est exactement le même gag. Hein, les domestiques modernes, eux, ils sont contemporains et on voit bien que, dans le fond, ça n'altère pas profondément les choses. On ne peut pas, en outre, dissocier je vais rajouter quelque chose à la main, je ne vais pas le lire parce que je n'arrive pas à me relire. On se situe donc dans un double registre de l'exagération caricaturale de certains traits signifiants de l'époque et de la variante astucieuse au sein de pratiques sérialisées. Ça serait les deux traits caractéristiques de cette caricature. La variante astucieuse, ce sont des trouvailles, et on va, pour être un peu plus original, on dit c'est au XXe siècle, c'est de demain, c'est dans l'avenir, mais ça revient en réalité au même. Cette façon de procéder, elle s'inscrit bien dans des logiques sérielles, puisque les trouvailles s'inscrivent elles-mêmes dans des logiques sérielles, dont les figures prototypiques, pour cette tendance à anticiper ou à émerveiller scientifiquement, seraient Robida, Henriot, Alphonse Allais, sont les figures prototypiques de ce procédé. Plus qu'un genre, c'est un procédé. Mais l'existence même d'un type de discours sérialisé est révélatrice de la manière dont se structure le discours social. La sérialisation met en évidence des manières de dire le monde partagées. Quant à la caricature, elle opère un découpage dans le réel en insistant sur ce qu'elle perçoit comme des traits saillants. Caricaturer, c'est hiérarchiser le réel, évidemment. Dès lors, la multiplication des productions recourant aux merveilleux scientifiques est révélatrice de nouvelles façons de voir le monde et d'en parler. Or, qu'est-ce qu'on en exagère dans toutes ces images, dans tous ces textes? C'est l'idée d'une dynamique de progrès reposant sur l'invention technique. Sa récurrence, comme variante comique, signale la montée en puissance d'une culture de la nouveauté et du changement. Cela signifie que le regard porté sur le monde repose sur deux traits fondamentaux. Le premier, c'est celui d'une société perçue sous le signe d'une labilité constante.
Et il n'est pas étonnant qu'un des motifs de la modernité soit la vitesse, cette autre expression du changement évidemment. Le second, c'est celui d'une mutation qui est avant tout abordée via les nouveaux objets de la culture matérielle. Véhicules, vêtements, machines, farfelus, en sont les expressions les plus frappantes. En voilà quelques exemples. Mais le fait que dans certains textes, on parle par exemple de faire breveter son invention loufoque, ou de la vendre, et qu'on la présente selon un vocabulaire de la publicité, vous voyez, du catalogue même, avec des listes d'inventions, montre bien, me paraît tout à fait significatif de cet imaginaire qui est un imaginaire finalement de la modernité marchande. D'autant que les véritables publicités, voici, ce sont des vraies publicités, mais dans la petite presse, les véritables publicités exploitent elles-mêmes le rire futuriste dans leurs imaginaires. On le voit, il se produit une double rupture avec les productions antérieures au Second Empire, qui, de la petite presse au Second Empire, comme l'a montré Johann Viriac, au Second Empire, et avant, a fortiori, la petite presse aborde le plus souvent l'avenir sous les modalités, avant le Second Empire, pardon, le plus souvent l'avenir sous les modalités de l'utopie, c'est-à-dire d'une réalité sociale largement déconnectée de notre chronologie, elle est renvoyée à un avenir lointain et diffère fondamentalement de notre monde, ou d'une fantaisie fantastique reposant assez peu sur la culture matérielle et les marchandises. De fait, la France de la seconde moitié du XIXe siècle a largement basculé dans une culture marchande qui s'impose dans les imaginaires avant même le XXe siècle. Marius Monnier peint ainsi le grand magasin comme un espace fantastique de la marchandise. Cette culture marchande se fonde sur une idée de modernité, d'une insistance sur les nouveautés, au sens marchand de la nouveauté, pour séduire ses consommateurs, comme l'illustrent les magasins automatiques, ou les grands magasins, les magasins automatiques imaginés dans la caricature. Parce qu'il est lui-même un bien, ou l'image liminaire que je vous ai montrée tout à l'heure, parce qu'il est lui-même un bien de consommation superflu et qu'il prend pour objet les divertissements du temps, le journal comique s'empare naturellement de cette fascination pour les marchandises techniques et les gadgets, surtout, puisqu'il est lui-même un gadget finalement. Surtout, il cherche à séduire en adoptant lui-même une rhétorique de la nouveauté. C'est ça, le médiatique gratuit, il faut vendre et donc il faut faire de la publicité, être toujours dans un vocabulaire publicitaire. Car on peut décrire l'outrance fantaisiste des textes et des images comme des trouvailles publicitaires destinées à séduire et vouer en même temps à la péremption. On le voit, l'attrait de la petite presse pour ces sujets s'explique aussi par la nature du médium et des modes de consommation qu'il induit. Presse de consommation, elle a pour ambition de restituer l'air du temps. Presse de divertissement, elle ne cherche pas à évoquer les sujets de société par des démonstrations rationnelles ou des discours de conviction, mais elle cherche à parler de ce qui divertit. La nourriture, l'alcool, les loisirs. Alors j'ai toute une série d'images de gens sous, de manière de boire, mais je ne me rappelle plus où le mettre. C'est là, je vous les montrerai après. Presse de divertissement, elle ne cherche pas à évoquer les sujets de société par des démonstrations rationnelles ou des discours de conviction. Elle opte pour les formes de la distraction et du rire. Bon, je ne les donne pas, vous les connaissez. Et aussi pour les formes de la fiction. On commente en effet assez peu l'actualité, les mœurs, mais on préfère s'en inspirer pour raconter d'autres histoires imaginaires cette fois. Ou pour fictionnaliser par l'image, évidemment. Dans les deux cas, il s'agit de délasser en mettant en branle l'imagination fantaisiste. Le merveilleux scientifique est réduit à des inventions qui n'ont pas besoin d'être expliquées, mais qui doivent amuser. Cette presse comique, donc on n'est pas dans du merveilleux scientifique, en un sens. Cette presse comique offre de l'époque une version décomplexée et vulgaire, parce que c'est du divertissement. Débarrassée des idéaux positivistes, scientifiques, patriotiques, pour ne s'intéresser qu'aux plaisirs les plus directs. Boire, manger, acheter des choses, consommer des femmes, etc. Elle dépouille l'imaginaire technique ou les rêveries sur le futur de leurs atours scientifiques ou utopistes pour n'en conserver que la fascination la plus grossière, avec ce qu'il y a de charmant dans la grossièreté. En cela, elle révèle la face prosaïque de la libido sciendi et du positivisme. Si elle procède ainsi, c'est qu'elle participe d'une logique de divertissement et de mode de consommation superflu dans cette culture de loisirs qui se développe à l'époque. Rien d'étonnant alors à ce qu'elle prenne pour sujet la consommation oisive, consommation des objets techniques, des boissons, des loisirs des femmes. On voit comment ce type de périodique peut envisager la culture du progrès par le biais d'un imaginaire consumériste fondé sur le divertissement. Ce qui transparaît ici, c'est que dans la petite presse, le merveilleux scientifique et l'anticipation sont deux des modes d'expression privilégiés de cette culture matérielle qui s'impose dans sa technicité consommable et spectaculaire. Via des inventions qui les déforment absurdement, le merveilleux scientifique dit la fascination pour les objets techniques qui envahissent les espaces publics et privés. J'aime beaucoup le téléphone pour sourds-muets.
et qui participe largement aux dynamiques spectaculaires du Second Empire et de la Troisième République, exposition universelle, grands magasins, nouvelles technologies optiques, jouets et nouveautés. Quant à l'anticipation, elle ressaisit cette fascination pour les technologies contemporaines comme une projection dans l'avenir, manifestant combien la consommation est une pulsion désirante, une projection, via une logique d'exagération prenant une forme d'extrapolation burlesque. Ces œuvres s'inscrivent donc dans un discours d'actualité, lequel dessine avec des productions issues d'autres médias une trame de texte qui entre en résonance pour constituer le discours social dans sa version médiatique. Presse de vulgarisation, publicité pour les nouveaux appareils, pièces théâtrales fantaisistes, prestidigitation, et là c'est la Valérie du radium à laquelle je renvoie. Tous ces objets culturels présentent les traits communs d'un discours non sur le futur, mais sur l'actualité, centré sur les transformations du temps et les fascinations pour la dimension technique de ces mutations contemporaines. Photographie, aéronautes, automobiles, appareil à rayon X. L'appareil à rayon X, on le voit comment pour savoir si le mendiant a des sous dans la poche ou pas. Je crois que ça a été évoqué. Il y en a plein d'autres, de gags formidables dans cet ordre. Dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas l'avenir qui est évoqué, mais le présent. Je l'ai déjà dit, je passe. Dès lors, on peut considérer que la petite presse rend saillante une tendance plus générale des productions qu'on présente comme de la proto-science-fiction, à l'instar, par exemple, des récits de machines extraordinaires, ceux de Paul Liévois, par exemple, ou plus tard ceux de Jean de la Hire, ou de la vogue des contes futurs et des contes de demain, tous participant d'une logique de la satire du présent. On voit combien, ressaisis dans le discours social et les sérialités médiatiques, ces productions prennent une toute autre signification que celle que lui assigne le raccourci anachronique d'un genre inscrit dans d'autres imaginaires sociaux et médiatiques. Mais si la petite presse peut agir ainsi en révélateur de l'esprit du temps, si elle peut mettre vulgairement au jour la dynamique matérielle dont est porteuse l'idéologie du progrès, c'est aussi parce qu'elle correspond à une position située dans l'espace culturel, celle du divertissement médiatique, celle de la petite presse. Or, cette position singularise aussi son propos par rapport aux autres productions du temps. Pour l'instant, j'ai fait le discours social, maintenant reste à voir la spécificité, l'originalité de la série médiatique que l'on considère celle de la petite presse. Or, cette position singularise... c'est ce que je viens de dire, ça. Journalistes et illustrateurs de la petite presse, quel que soit leur sujet, s'inscrivent dans des stratégies de valorisation liées au champ littéraire qui est le leur, celui de la petite presse. Ils doivent être les plus drôles, les plus divertissants. Dès lors, le divertissement agit comme une contrainte qui détermine la signification en contexte du merveilleux scientifique et de l'anticipation. Non seulement on peut repérer les traits caractéristiques d'un merveilleux scientifique petite presse, j'en ai parlé, recours à l'image, tonalité comique, mise en scène de l'énonciateur en plaisantin, etc. Mais on peut aussi distinguer à quelle fonction, dans le métadiscours de la petite presse, correspond l'usage de tels sujets dans les périodiques. Car si, comme on l'a vu, les auteurs ne se préoccupent guère d'offrir une vision du monde forte, une grande vision, ou de faire la satire de leur époque, de façon forte, elle est molle la satire, et s'ils se contentent de reprendre les plaisanteries du jour, alors c'est sans doute à d'autres stratégies que renvoie le recours à ce type de sujet. Des stratégies propres aux logiques du support et aux sociabilités qui lui sont associées. Le milieu petite presse s'apparente, on le sait, je renvoie à Marie-Ève Théventy, Alain Vaillant, Jean-Didier Wagner et toutes ces grandes figures de l'analyse des médias. Le milieu petite presse s'apparente à celui de la bohème, dont l'imaginaire s'est constitué depuis plusieurs décennies auparavant et qui, loin de la mythologie d'un Henri Murger, correspond concrètement à une classe artistique et intellectuelle peu légitimée. Auteur peu valorisé dans l'espace culturel, peu susceptible de bénéficier d'une grande reconnaissance, les contributeurs de la petite presse peuvent en revanche jouir d'une certaine célébrité, au moins auprès de leurs pairs et des lecteurs du périodique. À défaut d'être artistique, leur reconnaissance peut être médiatique. Dès lors, quel que soit le sujet traité, ce qui importe au premier chef pour ces auteurs, c'est de se singulariser, suivant la logique bouffonne du support. Il s'agit de trouver l'astuce amusante, l'idée originale qui saura séduire le responsable de publication, les collègues, le lecteur. Pur produit de consommation, la petite presse doit se donner en permanence en spectacle. Et pour les auteurs, il faut multiplier les tours de force et les effets. C'est dans cette perspective attractionnelle que sont conçus les périodiques, avec leurs grandes illustrations, vous en avez eu plein, leurs petites femmes dévêtues et leurs excentricités. Dès lors, le merveilleux scientifique est une modalité de la logique spectaculaire que recherche plus généralement ce type de production, par la virtuosité du trait, l'effet, la chute, l'imagination fictionnelle et les astuces formelles. Il est au même titre que l'érotisme dessiné, ou que le discours sur le spectacle. C'est un spectacle qui parle de spectacle. Mais si les sujets liés à la culture de distraction thématisent la logique de divertissement du périodique, si l'érotisme en restitue la dynamique de séduction, les créations scientifiques et futuristes ont pour vocation cette fois de formuler l'inventivité virtuose des dessinateurs et des journalistes, manifestant une forme doctorialité en mode mineur. En effet, cette façon, contexte et image, d'imaginer des inventions excentriques ou des visions burlesques du futur revient à reconfigurer à travers le vocabulaire de la technique l'acte même d'imagination créative. L'inventeur de toutes ces machines, c'est l'auteur petite presse.
qui en est de fait à l'origine. Et les mécaniques fantastiques n'ont qu'une fonction, qu'un usage, puisqu'elles ne servent à rien, qu'elles ne marchent pas, dans la réalité, je veux dire, révéler la créativité de l'artiste. Nombreux sont les textes ou les illustrations qui opèrent en tout cas de tels rapprochements. Ainsi en est-il de ceux qui associent directement le travail de l'artiste et la logique d'invention, comme dans cette course fabuleuse en plusieurs numéros organisée par les auteurs du rire qui tous ont un avion, un aéroplane fantastique qui est la métaphore de leur imagination. Je vous montre les différents avions des différents créateurs. Ou encore cette machine à gaz hilarant expliquant pourquoi les dessinateurs du pêle-mêle sont si drôles, parce qu'ils ont du gaz hilarant. De même en est-il de la façon qu'ont les auteurs à se présenter en inventeurs. C'est la signification que prennent les rubriques des inventions du pêle-mêle et des inventions nouvelles du rire, ou cet artiste de la caricature imaginant une invention d'Edison pour que les tableaux s'achèvent tout seuls. Filant la métaphore d'une culture marchande, le pêle-mêle propose ses inventions dans les grands magasins du pêle-mêle. Ici, vous avez deux exemples si vous lisez les sous-titres. Et quant à Géry, l'illustrateur Géry, il vend le brevet d'une de ses inventions comiques en le signalant dans le sous-titre, ici encore. On peut enfin interpréter dans cette perspective la posture d'extrapolateur qu'adoptent les auteurs en se mettant en scène en locuteurs imaginant l'avenir. Elle nous semble manifester combien la dynamique d'invention apparaît ici comme une métaphore de la créativité journalistique. Il ne s'agit pas, j'arrive à la conclusion, il ne s'agit pas d'imaginer un avenir vraisemblable, mais d'en produire librement un, idiot et excentrique, avec cette idée précisément que ce qui est le plus invraisemblable est le plus amusant, et que c'est ce qui manifeste le plus explicitement l'invention, l'inventivité de l'auteur. C'est pour cela que dans les grands magasins du rire, les inventions technologiques se mêlent aux trouvailles bricolées, parce que ce qui compte, c'est la créativité de l'humoriste. Dès lors, l'invention quitte le domaine de la science pour s'inscrire dans l'économie de la création petite presse. Bon, je passe. Ce que montre l'exemple, j'en arrive à la conclusion, ce que montre l'exemple de ces créations petite presse, c'est la nécessité de penser les productions sérielles dans leur contexte interdiscursif. Cela suppose d'échapper aux définitions transcendantes et anhistoriques des genres. La proto-science-fiction, l'anticipation comme unité indépendante du découpage interdiscursif, etc. Dans notre cas, on voit qu'anticipation, merveilleux scientifique, inventivité technique ou inventivité bouffonne, culture du spectacle et de la consommation, s'articulent dans une unité imaginaire qui forme une série culturelle cohérente. Mais dire cela, c'est tenir compte dans notre analyse des productions sérielles d'une tension entre deux logiques contradictoires. C'est sur ces deux logiques contradictoires que je vais conclure ma conclusion. Celle des imaginaires sociaux de l'époque d'une part, pensée comme paradigme, et leur reconfiguration suivant la situation médiatique et discursive des œuvres d'autre part. Dans notre cas, loin des définitions transcendantes de la science-fiction, les productions de la petite presse se révèlent profondément enracinées dans un discours ancré dans l'époque qui est la leur, parce que ce qu'il s'agit de caricaturer via le merveilleux scientifique, c'est au présent un imaginaire social dominé par la modernité, la technique et la consommation. Mais si elle se révèle si clairement, c'est que la petite presse participe elle-même de logiques de consommation et de divertissement, et qu'en évoquant ces objets, elle met également en scène sa propre dynamique de séduction. Dès lors, ces logiques médiatiques déterminent également la manière dont le merveilleux scientifique fait sens en contexte, suivant les modalités d'une octorialité en mode mineur, celle du rire. C'est cette articulation entre une signification globale des imaginaires sériels et la façon dont ils prennent sens dans leur contexte médiatique et socio-discursif qui me semble devoir être un enjeu majeur de toute réflexion sur les genres et les productions populaires de la modernité. Je vous remercie. J'en avais d'autres. J'avais l'aérosoir, l'auto à saucisse, le verre à remplissage automatique,